pour tous, Microtech-Salle. Il est question que nous entretenions sur le thème application de la géostatistique sur les paramètres géotechniques mesurés. Bon, tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est ingénieur Ondoabe Solo Samuel Yannick, géostatisticien minier, et je serai ce soir votre modérateur. Bon, je vais prier déjà tous ceux qui vont assister ou bien qui vont participer à cette conférence. Lorsqu'une personne a la parole, vous êtes prié de couper votre micro pour que la communication soit plus fluide. OK. Ceci dit, je vais passer à la présentation des panélistes. Donc, je vais prendre le soin de donner la parole à tous les intervenants de ce soir. Donc, chacun aura l'amabilité de se présenter et de passer ses salutations. Donc, il est déjà 19 heures. Je pense que nous pouvons débuter. Bon, je vois que nous avons déjà les 3 panélistes. Bon, bonsoir, ingénieur Bakonga Christian. Bonsoir, ingénieur Ondo. OK. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Bon, je vous donne 2 minutes pour vous présenter et passer vos salutations. OK, merci. Moi, c'est Bakonga Christian, ingénieur géostatisticien diplômé de l'école de mine de Minganga, passionné des géostatistiques, d'où ma spécialisation, et aussi depuis peu spécialisé dans les opérations à ciel ouvert, des opérations minières à ciel ouvert et souterraines. Mais bon, j'ai trouvé une nouvelle passion en dehors de la géostatistique, qui est la planification minière. Donc, j'interviens aussi du côté de Géostatistique pour tous, qui est actuellement une agence qui fait dans la vulgarisation de la géostatistique. Et je salue tous les copanélistes et tous les personnes qui ont décidé de participer à cette conférence. Donc, merci, je vous repasse la parole, ingénieur. OK, merci, ingénieur Bakonga. Bon, nous avons un doctorant qui est présent en la personne d'Abende Sayom Mivang. Bonsoir, monsieur Abende. Monsieur Abende, bonsoir. Bon, apparemment, monsieur Abende n'est pas encore parmi nous. Bon, nous allons présenter. Bonsoir, ingénieur Chayo. Merci, bonsoir, ingénieur Ondo. Ah, comment vous allez? Je me porte très bien. Et vous-même? Non, je vais très bien également. Bon, vous avez 2 minutes pour vous présenter et passer vos salutations. D'accord, merci. Déjà, je tiens à remercier les organisateurs du partage. C'est la première fois que j'assiste, ou du moins que je participe à un tel débat en tant que panéliste. Et je tiens également à saluer toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Donc, je suis Tsayo Boni Gaius Martial, ingénieur des mines et de la géologie, de la spécialité géotechnique et exploitation des mines. Donc, actuellement, je travaille avec une entreprise québécoise qui s'appelle Mining Doc. Et le travail principal, c'est de partager, n'est-ce pas, divulguer le savoir en ce qui concerne les mines et dans les différents domaines connexes. Donc, de manière globale, voilà ce que je peux dire en ce qui me concerne. Merci. OK, merci. Merci, ingénieur Chayo Gaius. Bon, je ne sais pas si le doctorant ingénieur Abende est déjà parmi nous, mais
Bonsoir, ingénieur Bende. Oui, bonsoir, monsieur le modérateur. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de Géostatistique pour tous. C'est moi qui vous remercie, Géostatistique pour tous et Microtexal, pour cet honneur, tout cet immense plaisir de partager un échange scientifique. C'est toujours un agréable plaisir pour moi. Ok, bon, je vais vous donner 2 minutes afin que vous puissiez faire votre présentation et passer les salutations. Ok. Je suis Abende Sayom Reynolds Ivan, ingénieur en mine et environnement et doctorant depuis peu en environnement minier, beaucoup plus. Donc, je crois que j'ai été sollicité pour cette présentation, vu que j'utilise un peu de géostatistique dans l'évaluation environnementale. Et c'est une science que je découvre peu à peu et chaque jour, j'apprends un peu plus. Professionnellement, je suis consultant à SOMIG, Société de minage, géologie de gestion de l'eau et de l'environnement. Globalement, c'est ça. Et dans d'autres boîtes avec qui je travaille, globalement, pour certaines consultations. Ok, merci ingénieur Bende. Bon, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant, je vais prier tous les panélistes à activer leur caméra afin que les auditeurs puissent voir tous ceux qui vont intervenir et qu'ils puissent avoir les images en tête. En commençant par moi-même, le modérateur, je vous prie également d'activer vos caméras. Donc, bon, la conférence va se dérouler comme d'habitude, non? Nous allons poser une série de questions auxquelles chacun pourra répondre en fonction de son expérience et en fonction de sa vision. Donc, je passerai la parole, je poserai la question en indexant le panéliste qui devra répondre à la question posée. Et nous aurons, après cette phase de questions-réponses, nous allons maintenant prendre quelques interrogations, quelques questions des auditeurs, au cas où ceux-ci auraient besoin de plus d'éclaircissement par rapport au sujet abordé. Et je le rappelle encore, le sujet que nous abordons ce soir, c'est l'application de la géostatistique sur les paramètres géotechniques mesurés. OK. Bon, cela dit, je vais poser la toute première question à l'ingénieur Bakonga, pour qu'il puisse nous donner les différences entre la géostatistique et la géotechnique. Bon, ingénieur Bakonga, vous avez la parole. Bon, ingénieur Bakonga, avez-vous suivi la question posée? Non, je n'ai pas suivi. Si OK. Est-ce que vous pouvez nous donner les différences entre la géostatistique et la géotechnique? Merci. D'accord. Merci, ingénieur Ondo. Déjà, pour répondre à cette question, il faudrait déjà que j'essaie un peu de présenter à tout le monde ce qu'on entend par géostatistique, parce qu'on ne peut pas parler de différence sans connaître déjà ce que c'est. Bon, maintenant, la géostatistique, c'est quoi? J'aime beaucoup plus donner la définition de la géostatistique en partant de son origine. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la géostatistique est née en Afrique du Sud dans les années 1950 par le génie Emery. Du coup, c'est en 1962 que Georges Mathéron a formalisé les théories évoquées par Emery, notamment la théorie de la variable régionalisée, qui est de manière un peu plus spécifique, qui est une fonction mathématique qui prend une valeur, comment je vais dire ça, une fonction mathématique qui prend des valeurs dans une région délimitée par l'espace. En mathématiques, on parle de champ. Du coup, le mot géo
dans géostatistique, historiquement, fait référence aux sciences de la Terre, puisque ce que Mathéon a voulu mettre en avant, c'est déjà de ne pas cacher ce que Emery a fait. Du coup, comme la géostatistique est née en Afrique du Sud dans les mines d'or, il fallait mettre, qui parle de mines d'or, dit géologie forcément, il fallait mettre en avant aussi ce géo-là, et statistique pour parler des méthodes probabilistes. Pourquoi probabiliser? Ça, c'est la question que certaines personnes posent souvent, parce que en réalité, ici, le but, c'était de se rapprocher un peu plus de la réalité. Et nous savons tous que la réalité est unique, mais est très complexe. Donc, il a été important de reproduire dans ces processus-là à travers des outils probabilistes. Donc, de manière un peu plus générale, la géostatistique est une branche de la statistique spatiale qui est basée sur l'étude des variables dites régionalisées. Mais maintenant, en ce qui concerne la géotechnique pour moi, bien entendu, il y a un peu plus, il y a ingénieur Thiayo qui est un peu plus spécialisé dans la chose. Mais moi, j'entends par géotechnique ensemble des activités qui sont liées aux applications de la mécanique des sols, de la mécanique des roches, pour étudier l'interaction entre les terrains et les ouvrages environnants de sa réalisation ou de son exploitation. Voilà. Donc, à partir de cette définition, donc, on peut donc ressortir une différence assez évidente de la géostatistique et de la géotechnique. Je dirais donc que, en ce qui concerne les méthodes géostatistiques, nous sommes plus focalisés, nous sommes plus orientés sur la modélisation de la variable spatiale et des corrélations entre les points de mesure, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on ne parle pas de géostatistique sans corrélation, parce que l'outil principal de la géostatistique, nous y reviendrons, c'est le variogramme. Tandis que les méthodes géotechniques, quand je parle de méthodes géotechniques, je me focalise plus aux méthodes géotechniques traditionnelles. Les méthodes géotechniques sont beaucoup plus locales et beaucoup plus déterministes. Donc, voilà, monsieur le modérateur, ce que je peux dire par rapport à la différence entre la géostatistique et la géotechnique. Je vous repasse la parole. OK, merci, ingénieur Bakonga, pour cette brillante présentation. Bon, ce qui a attiré mon attention, c'est lorsque vous faites allusion aux méthodes traditionnelles, aux méthodes d'analyse traditionnelles en géotechnique. Bon, j'aimerais vous poser une seconde question. Bon, quelles sont, selon, d'après vous, ou bien la différence entre l'analyse géostatistique et les méthodes d'analyse traditionnelles en géotechnique? OK, très bonne question. Déjà, dans mes propos, j'ai parlé de méthodes géotechniques traditionnelles. Pourquoi? Parce que les méthodes géotechniques traditionnelles regroupent en quelque sorte diverses approches d'investigation et d'analyse des sols et des roches, bien entendu, dans ce que j'appelle le domaine de la géologie de l'ingénieur, ou alors de manière un peu plus, pour ne pas s'écarter du débat, de l'ingénierie de la géotechnique. Donc, parmi ces méthodes, donc, il y a des forages, les forages et sondages géotechniques, il y a des essais ainsi de suite, les tests en laboratoire et les modélisations analytiques et numériques. Et je parle ici parce que parfois en géotechnique, ils ont souvent recours à des modèles mathématiques pour pouvoir analyser les propriétés du sol. Bon, maintenant, j'ai utilisé le mot traditionnel et local. Pourquoi local? Parce que pour moi, ingénieur Thiayo peut rebondir dessus, les méthodes géotechniques traditionnelles sont souvent qualifiées de méthodes locales, car elles se basent sur la prise des mesures à des emplacements bien spécifiques, sans nécessairement prendre en compte l'ensemble des variations que l'on retrouve dans la région, puisque en géotechnique, comme je viens de balayer tout à l'heure, à travers les différentes méthodes traditionnelles, il ne tient pas compte dans ces analyses-là, selon moi, de l'hétérogénéité de la région. Alors,
Le mot déterministe aussi. Pourquoi le mot déterministe? Le mot déterministe, parce que les méthodes géotechniques, comment je vais expliquer ça? Je considère que les méthodes, les propriétés mesurées lors des méthodes géotechniques sont mesurées à un point fixe qui ne varie pas. Cela implique donc que les résultats des essais utilisés comme des valeurs uniques et précises, ça inclut une évaluation quantitative de l'incertitude et de la variabilité. Donc, en ce qui concerne les méthodes géotechniques, on néglige un peu plus l'incertitude et la variabilité des mesures qui sont prises. En termes d'application, donc maintenant, pour répondre à la question, ça c'était pour essayer de vous édifier par rapport au mot traditionnel que j'ai utilisé. Maintenant, en ce qui concerne les applications même des méthodes géostatistiques dans la géotechnique, elles sont multiples. On a par exemple la cartographie et la modélisation. Le mot cartographie et modélisation est beaucoup plus utilisé dans la variabilité spatiale des propriétés géotechniques. On retrouve aussi l'analyse parfois un peu plus, quand on entre un peu plus dans la mine même, dans la mine à ciel ouvert, on entre dans ce qu'on appelle l'analyse de la stabilité des pentes et des talus, là où la géostatistique, les méthodes géostatistiques peuvent être aussi appliquées. Et il y a la planification et l'optimisation. Bref, les méthodes géostatistiques peuvent apporter un plus dans les méthodes géotechniques dans divers domaines. Donc là, ça dépend des projets et des budgets aussi des différentes entreprises. Donc voilà ce que je peux dire par rapport. Merci. Ok, merci, ingénieur Bakonga. Je vais me diriger directement vers ingénieur Chayo pour qu'il puisse, car nous avons déjà eu une description brève de ce que c'est que la géostatistique et quand on parle de géotechnique, de techniques traditionnelles. Maintenant, ingénieur Chayo, pouvez-vous nous dire qu'entend-on par paramètres géotechniques mesurés? Ingénieur Chayo. Merci pour la question et je vais renchérir en disant que lorsqu'on parle de paramètres géotechniques mesurés, il s'agit simplement d'un ensemble d'éléments qui sont pris sur le terrain et bien évidemment qui sont liés aux différents éléments dont on souhaite connaître les caractéristiques. Si on prend par exemple le cas du sol, au niveau du sol, on peut mesurer plusieurs paramètres, comme par exemple la teneur en eau, la gravité spécifique, le poids spécifique et un ensemble d'autres paramètres dont on pourra entrer plus en profondeur plus tard. Si on prend par exemple le cas du bitume aussi, on peut également mesurer un ensemble de paramètres et en passant par des essais. Il faut dire que les mesures ici sont obtenues soit par des essais ou alors en partant des expérimentations. Donc, il y a des formules empiriques qui permettent déjà de déterminer un certain nombre de paramètres. Et aujourd'hui, avec l'avènement de ce qu'on appelle les algorithmes génétiques et tout ce qui est intelligence artificielle, on a déjà également des équations qui permettent de prédire un certain nombre de choses. Donc, je disais tantôt que pour résumer, la notion de paramètre mesuré est beaucoup plus liée à l'élément fondamental à partir duquel on souhaite obtenir ce paramètre-là. Ok, bon, merci, ingénieur Chayo. Bon, j'ai une seconde question à vous poser. Bon, d'après vous, vu qu'il faut essayer d'être le plus précis possible, d'après vous, quels sont les paramètres géotechniques les plus souvent analysés à l'aide de la géostatistique? Bon, en termes de paramètres géotechniques, beaucoup plus analysés à l'aide de la géostatistique. Là, il faut vraiment aller dans le sens de la mine. Parce que si on va aller dans le sens de la mine, on va parler par exemple de la notion de facteur de sécurité. Vous savez que ce soit dans les mines à ciel ouvert ou dans les mines souterraines, la notion de facteur de sécurité est primordiale. Et aujourd'hui, il y a plusieurs travaux qui ont été effectués dans ce sens, qui permettent, à l'aide de la géostatistique, de ressortir des cartes de prédiction, par exemple, des zones vulnérables dans les mines à ciel ouvert, en même temps que dans les mines souterraines. Donc, je peux dire que voilà un peu l'apport
de la géostatistique, beaucoup plus dans les mines. Mais maintenant, si on veut aller dans d'autres secteurs, comme la construction, comme je vais dire, la construction des ouvrages, que ce soit les routes ou les bâtiments, je n'ai pas véritablement trouvé d'études qui aient été effectuées dans ce sens. Mais dans la mine, il y a déjà quand même un certain nombre d'études qui ont été effectuées. Et le paramètre qui est le plus intéressant ici, soit le facteur de sécurité au niveau de la notion environnementale et de la protection des travailleurs dans les mines, et également au niveau du sol, il y a également les valeurs de liquéfaction qui sont également mesurées, parce qu'il faut le dire, la liquéfaction des sols est très importante aussi dans les mines, parce qu'il y a des endroits qui sont véritablement beaucoup plus, je vais dire, sujets au danger, et il est important. On l'a d'ailleurs vu récemment avec un échange avec les ingénieurs de géovariance. Comment est-ce que la géostatistique permettait d'évaluer la liquéfaction des sols, que ce soit dans les domaines de la construction civile ou alors dans l'exploitation minière? Ok, merci, ingénieur Chayo. Bon, je vais me diriger tout droit vers ingénieur Abende, que je répète, qui est doctorant en mine minéralogie environnement, particulièrement en environnement, bon, plus précisément en environnement minier. Bon, doctorant ingénieur Abende, je vais vous poser une question. Bon, nous avons déjà eu des descriptions déjà très belles et très profondes des notions de géostatistique, de géotechnique et particulièrement de paramètres géotechniques mesurés. Bon, d'après vous, étant donné que vous avez eu à pousser déjà les recherches un peu plus loin, d'après vous, quels sont les outils les plus efficaces pour l'analyse des données géotechniques? Parce que quand on parle de paramètres, quand on parle d'application de géostatistique, on parle de données. Bon, d'après vous, quels sont les outils les plus efficaces pour l'analyse des données géotechniques? Ok, merci beaucoup pour la question. Je vais me prononcer ici, pas en tant qu'un spécialiste de géostatistique. Je crois que l'ingénieur Bakong aura sûrement beaucoup à redire après mon intervention. Bon, mais je vais déjà dire que la géostatistique présente beaucoup d'outils qui sont nécessaires et applicables ici dans la prédiction, la modélisation des paramètres géotechniques. Déjà, nous avons des outils traditionnels qui sont le triage, qui est l'un des outils basiques utilisés en géostatistique ici là pour la prédiction de ces paramètres. Le triage, ça peut être du triage simple, ordinaire. Ce sont des notions sur lesquelles on va pas vraiment survoler parce que ce n'est pas l'objet de la conférence ici de... Bon, désolé, j'ai eu des petits soucis techniques, mais je crois que je suis là-dessus de nouveau là. C'est bon? Oui, c'est bon, il y a bien de nous, c'est bon. Bon, en attendant que vous puissiez résoudre votre souci, bon, nous allons essayer d'évoluer dans notre certification. Je vais directement me tourner vers ingénieur Chayo. Bon, ingénieur Chayo, bon, vu qu'on parle de données, nécessairement, on parle d'outils d'analyse de données. Quelles sont les différentes méthodes ou bien les différents essais qui permettent d'obtenir les données géotechniques? Ok, merci pour la question. Déjà, je vais subdiviser cela en plusieurs classes. Je vais subdiviser cela en plusieurs classes. Je vais rentrer par exemple dans le domaine routier de manière globale, ou alors la construction des linéaires. Dans la construction des linéaires, vous avez un essai qui est prépondérant. C'est l'essai de détermination du CBR. C'est l'essai CBR qui permet de mesurer l'importance d'un sol. L'importance, c'est quoi? C'est la capacité d'un sol à résister aux charges qui lui sont soumises. Donc, ça, c'est un essai qui est très important.
en géotechnique, surtout dans la construction des linéaires. Et également à ce niveau, vous avez l'essai de détermination de la teneur en eau. On sait tous que, voilà, lorsqu'on construit des routes au Cameroun et qu'après 2 jours, elles sont déjà en état de décrépitude, on dit par exemple qu'elles ont été mal construites. Et la plupart du temps, les expertises révèlent que les résultats des essais n'ont pas été respectés, ou alors peut-être que les résultats n'ont pas été utilisés de manière beaucoup plus efficace. Donc, notamment les essais de détermination de la teneur en eau, comme par exemple l'essai Proctor. Et la détermination de la teneur en eau permet de savoir à quel pourcentage on va devoir, on va dire, mouiller de manière traditionnelle la plateforme de base pour pouvoir apporter les couches au-dessus. Puisque si la plateforme de base n'est pas arrosée de manière optimale, elle est sujette à affaissement. Et si elle s'affaisse, il est clair que la route ne va pas tenir. Donc, je prends ces 2 cas-là pour ne pas être trop long, pour ne pas m'élargir un peu. Maintenant, je vais aller dans le domaine des roches. Dans le domaine des roches, on a plusieurs essais. On a l'essai de Micro-Duval qui permet de déterminer la résistance à l'usure. On a l'essai Los Angeles qui permet de mesurer la résistance au choc. Il faut dire ici que l'usure, c'est quoi? C'est la capacité d'un matériau rocheux à résister au frottement. Okay? Donc, on va à l'aide d'une machine et essayer de mettre une certaine quantité de roche. On va ensuite activer la machine qui va rôter autour d'elle-même. Et puis, le frottement qu'on va observer entre ces différentes particules de roche va permettre de déterminer est-ce que les particules résistent à l'usure ou non. Et ces paramètres-là sont utilisés dans la construction routière beaucoup plus. Et également, on a l'essai de détermination de la résistance à la compression qui est un essai vraiment fondamental, surtout pour ceux qui ont eu, je pense ici à l'ingénieur Abende qui a eu effectué des tirs de mines, parfois même en pleine ville, en plein centre-ville. Donc, je pense qu'il va mieux comprendre ce que nous disons. Et d'ailleurs, tout le monde ici qui a une culture minière sait exactement de quoi on parle. Donc, l'essai de compression permet de déterminer la capacité d'une roche à résister à la charge. Donc, quel est le niveau, du moins, quelle est la résistance maximale à laquelle une roche peut céder? Et cela permet de dimensionner parfois les tirs de mine. Le granit, par exemple, n'a pas la même résistance que le grès ou le schiste. Le gneiss n'a pas la même résistance que le granit. Par conséquent, on va dimensionner ou bien adapter le type de fragmentation à ces différents types de roches. Et également, dans le domaine rocher, on a, par exemple, l'essai de traction, la traction brésilienne, où, n'est-ce pas, on mesure la capacité d'une roche à résister à l'élongation. Donc, quel est le niveau d'élongation maximale qu'une roche, du moins, qu'un cylindre de roche peut atteindre. Et c'est également utile dans le dimensionnement des tirs de mine et également très utile dans la construction ferroviaire aussi, avec l'essai de Los Angeles où on a le choc permanent entre l'engin qui passe, c'est-à-dire les wagons et les ballasts qui sont posés à même le sol. Donc, et si on va dans le domaine de la construction, vous avez des essais comme l'essai au pénétromètre dynamique lourd, vous avez des essais comme l'essai au pressiomètre. L'essai au pénétromètre dynamique lourd qui permet de mesurer ou alors de connaître, de mesurer ou bien l'homogénéité du sol, de savoir quel est le profil du sol en profondeur et quelle est la résistance qu'on obtient à la fin à l'aide de certains calculs que je jugerais empiriques ici. Maintenant, on a l'essai au pressiomètre qui permet de connaître les pressions latérales à l'aide d'un outil qu'on appelle ici le tube qui descend en profondeur et du gaz est injecté à une certaine pression. Et puis, on a la résistance sur les parois qu'on mesure à la fin. Donc, de manière beaucoup plus globale,
Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les essais du point de vue général et les résultats qu'on cherche toujours à obtenir, le but même visé par ces différents essais. Merci. Ok, merci, ingénieur Chayo. Ingénieur Bakonga, l'ingénieur Chayo Gaius nous a présenté, n'est-ce pas, quelques essais parlant de l'essai au pénétromètre, l'essai au pressomètre, l'essai à la résistance, etc. Bon, pouvez-vous nous dire plus précisément, donc, pouvez-vous partager avec nous des études de cas pour la géostatistique? C'est-à-dire qu'elle permet, n'est-ce pas, d'améliorer la précision ou la fiabilité de ces différentes analyses géotechniques. Il n'est pas là, ingénieur Bakonga. Est-ce que la question peut aller à quelqu'un d'autre? Ok. Bon, je vais retourner vers le doctorat ingénieur Apende pour qu'il essaye un peu de nous parler de la qualité, la quantité d'abord et surtout de la qualité des données nécessaires, n'est-ce pas, pour l'application des analyses ou bien des méthodes géostatistiques dans l'amélioration des analyses géotechniques. Merci. Merci une fois de plus de m'avoir passé la parole. J'ai tout à l'heure eu des soucis de connexion parce que me trouvant actuellement à Minganga, nous souffrons d'un problème de réseau. Je vais d'abord revenir sur la question précédente de façon rapide et brève, question de pouvoir y répondre. Je vais parler ici des outils ici utilisés et ou encore utilisables généralement en géostatistique pour la prédiction des paramètres géotechniques où j'ai utilisé des outils tels que le crigeage, qui peut être ordinaire, simple, donc ce sont des notions qu'on ne peut pas aborder maintenant, ou encore le co-crigeage ici qui utilise le crigeage, mais en utilisant les données qui sont fortement corrélées. Donc, je prends un exemple tout bête pour l'expliquer. On mesure on décide de prédire ou de modéliser la résistance à la compression, par exemple, pourquoi pas, sur une étendue, sur un bloc. Mais on se rend compte que la résistance à la compression, par exemple, a une forte corrélation avec la perméabilité. C'est un exemple tout bête, avec la perméabilité ou avec, je ne sais pas, la porosité, bon, c'est naturellement, ou avec un tout autre paramètre. Et le co-crigeage va nous permettre d'utiliser cette corrélation-là pour pouvoir améliorer la précision de l'élément ici qu'on cherche à modéliser, c'est-à-dire la résistance mécanique. Nous avons le variogramme en lui-même, qui peut être omnidirectionnel, qui peut être un variogramme 2D ou un variogramme 3D, qui est un outil qui est de plus en plus et qui est toujours utilisé, et le variogramme 3D qui est de plus en plus utilisé pour pouvoir prédire ici ces paramètres variables-là. Nous avons les simulations gaussiennes, qui sont des outils aussi qui sont appropriés parce qu'ils améliorent un peu le crigeage, parce que le crigeage lui-même a beaucoup c'est-à-dire néglige beaucoup de paramètres. La simulation gaussienne ici là vient un peu plus aller au-delà de ces paramètres, notamment les paramètres de linéarité et autres. Et nous avons une nouvelle gamme qui sont des combinaisons où on va essayer de combiner ici les outils géostatistiques avec les outils de machine learning. Ce sont des combinaisons pour ici améliorer ici la prédiction de ces paramètres. Donc, c'est un tas d'outils qui peuvent être utilisés en fonction de l'objectif recherché. Maintenant, en ce qui concerne la qualité et la quantité de données à utiliser, je vais d'abord commencer par la quantité en disant qu'il n'y a pas un nombre exact d'échantillons à utiliser lorsqu'on fait de la géostatistique, notamment dans l'utilisation, dans la prédiction des paramètres géotechniques ou dans toute autre chose. Et plusieurs facteurs vont guider ce nombre-là. Il y a d'abord l'objectif de l'étude. En fonction de l'objectif de l'étude, la précision visée, on pourra utiliser une taille d'échantillonnage ou l'autre. Si on veut une étude qui est plus précise, on aura tendance à avoir
un échantillonnage un plus grand nombre d'échantillons. Un autre paramètre, c'est la variabilité même du paramètre étudié. Plus un phénomène sera variable, un paramètre sera variable, plus il faudra un nombre élevé d'échantillons pour pouvoir approcher cette variabilité et pouvoir la cerner complètement. Nous avons aussi des paramètres tels que la taille de la zone d'étude. On est d'accord que lorsqu'on a une petite zone d'étude, on aura moins d'échantillons que lorsqu'on aura une autre étude qui est plus grande. Nous avons aussi la méthode de collecte même des échantillons. Parce que pour toutes les études, les échantillons ne se collectent pas de la même façon. Lorsqu'on veut par exemple faire le RQD par exemple, il faudra faire des fourrages, alors que un essai de portance des sols par exemple, on peut avec un pénétro par exemple essayer de parcourir la zone. Donc c'est un paramètre qui sera très important aussi pour la quantité d'échantillons à prélever. Nous avons aussi le type de données que nous analysons. Il y a des données, par exemple, qui seront continues, qui seront discrètes, qui seront sur une plus large plage. Donc, en fonction de ça, on va devoir adapter ici le nombre d'échantillons. Maintenant, il est recommandé généralement en jeu statistique d'utiliser au minimum 30 échantillons. Parce que nous savons tous que l'un des principes de base sur lequel s'appuie la jeu statistique, et notamment la normalité des données, c'est le théorème central limite, qui demande généralement un minimum de 30 échantillons. Bon, ça ne veut pas dire que lorsqu'on aura moins, on aura forcément des résultats qui seront mauvais. Mais bon, il est recommandé d'utiliser au moins ces 30 données lorsqu'on fait l'ajout statistique. Maintenant, en ce qui concerne la qualité, un échantillonnage sera de qualité lorsque l'échantillonnage sera le plus représentatif de la zone d'étude. Maintenant, donc, des outils géostatistiques nous permettent ici de fixer, en termes de qualité, la qualité et de quantité. Parce qu'il faut la qualité peut-être soit représentante. La qualité. Apparemment, il y a beaucoup de perturbations de réseau. Bon, merci déjà, ingénieur Bakonga, d'avoir fait votre retour. Bon, en attendant que Dr. ingénieur Abende fasse également le sien, bon, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les études de cas où la géostatistique a permis, n'est-ce pas, d'améliorer les résultats d'analyse géotechnique ou bien d'améliorer la fiabilité des résultats d'analyse géotechnique? Ok, merci pour la question, ingénieur Rondo. Bon, déjà, pour répondre à cette question, je vais parler déjà de la routine. Quand je parle de routine, je parle de cartographie et modélisation de la variable spatiale. Ici, notre variable spatiale est bien entendu les propriétés géotechniques. Bon, ici, la géostatistique a joué un rôle très important au niveau de l'interpolation de ces paramètres, comme par exemple ceux qui ont suivi les explications de l'ingénieur Thiayo par rapport aux propriétés, aux paramètres géotechniques mesurés. Autant pour moi, il a parlé de la résistance au cisaillement, de la perméabilité. Alors, la géostatistique là, joue un rôle important déjà au niveau de l'interpolation. Et ceux qui ont suivi l'ingénieur Abende, lorsqu'il a parlé de la géostatistique, il a mis en avant, il a parlé des méthodes traditionnelles de la géostatistique. C'est-à-dire, moi, je dirais plutôt les méthodes conventionnelles, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en géostatistique, il y a ce qu'on appelle les méthodes conventionnelles, c'est-à-dire là-bas, on ne fait pas intervenir le paramètre de probabilité. Et les méthodes géostatistiques propres qu'il a appelées le crigeage et autres. Alors là, on a eu, par exemple, dans des études de cas, comme par exemple la construction des barrages, des fondations d'immeubles, les cartes de modélisation, ou alors la modélisation par crigeage ou par simulation ou par des méthodes bayésiennes nous permettent ici de visualiser la distribution des propriétés, des différentes propriétés mécaniques
et nous permettent aussi d'anticiper déjà la variation des conditions de sol, fournissant ainsi plus de précision au niveau des diverses prises de décision. Il y a aussi l'analyse des pentes et talus. Là, c'est beaucoup plus dans la mine à ciel ouvert, comme ingénieur Thiayo a évoqué là tout à l'heure. Là, il y a des travaux qui ont été effectués par des géostatisticiens en ce qui concerne les paramètres de stabilité des pannes. Je parle ici de l'angle de frottement interne, l'ingénieur Thiayo a évoqué cela, et aussi de la cohésion, pour évaluer, n'est-ce pas, les risques de glissement de terrain. Alors là, ici, la géostatistique nous donne des cartes de variabilité qui nous aident à identifier les zones à risque et à ajuster les pentes de manière qu'elles soient un peu plus sécuritaires pour nos différentes exploitations. Et pour moi, je considère ces approches-là un peu plus de stabilité qui sont des problématiques assez réelles dans la mine souterraine, dans la mine à ciel ouvert, autant pour moi. Ce sont des problématiques cruciales. Du coup, la géostatistique apporte un plus assez considérable sur ce domaine-là. Il y a aussi l'utilisation des simulations géostatistiques pour se rapprocher un peu plus de la réalité, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les simulations, ce sont des outils actuellement les plus utilisés, même déjà en géostatistique et dans les différents travaux maintenant, puisqu'ils nous permettent d'essayer nous donnent les différentes simulations de notre zone d'étude et des paramètres mesurés, bien entendu. Question de nous rapprocher un peu plus de la réalité. Ça, c'est aussi un plus de la géostatistique, parce que l'idée ici, c'est d'effectuer des interpolations, oui, mais il faut que ces interpolations se rapprochent un peu plus de la réalité. Et avec la géostatistique, on a déjà la possibilité de mesurer nos incertitudes, c'est-à-dire à travers une étude, tu as déjà une idée de ce que cette étude, par rapport à tes données et par rapport à la méthode de géostatistique utilisée, quel est le degré de précision de ta méthode et quel est le degré de précision de l'étude. Oui, ça aussi, la géostatistique a aussi joué un rôle important. Il y a aussi notamment la planification et l'optimisation des campagnes de sondage et d'échantillonnage géotechnique. Et aussi, la géostatistique intervient même déjà dans l'évaluation des risques environnementaux et dans les sols contaminés, ce qu'on appelle vulgairement les sites et sols pollués, le domaine des sites et sols pollués. Ici, la géostatistique nous permet de déterminer les zones à forte concentration de polluants pour les différents projets de réhabilitation des sites industriels et tout ce qui va avec. Donc, voilà un peu de manière un peu brève pour donner un peu un aperçu de l'importance et du bienfait que la géostatistique peut apporter au niveau des études géotechniques. Je vous repasse la parole. Merci. Merci, M. Bakonga. J'ai relevé, n'est-ce pas, vous avez parlé d'un point très pertinent, des méthodes dites conventionnelles, bon, entre guillemets, anciennes, en géotechnique, à savoir le criblage ordinaire, criblage simple. Bon, ceci me pousse à vous poser une seconde question. Bon, quels développements récents dans le domaine de la géostatistique sont les plus prometteurs dans les applications géotechniques? Oui, merci. Très bonne question. Déjà, pour répondre à cette question, je vais commencer déjà par le criblage non linéaire, parce qu'il faut comprendre qu'il y a le criblage linéaire et le criblage non linéaire. Et les techniques bayésiennes, qui sont des outils qui sont actuellement plus développés dans le domaine de la géotechnique. Je m'explique. Ici, quand je parle de méthodes de criblage non linéaire et les approches bayésiennes, je parle beaucoup plus ceux qui essayent un peu d'avoir une culture géostatistique ont entendu parler de ce qu'on appelle le criblage bayésien. Du coup, ces méthodes non linéaires-là nous permettent de mieux gérer les paramètres géotechniques qui ont une distribution assez non linéaire dans l'espace, parce que en géostatistique, il faut comprendre que on utilise une approche par rapport au comportement des données. Du coup,
ces techniques-là sont particulièrement adaptées et présentent des variations extrêmes ou alors des distributions asymétriques. Donc, comme avantage déjà du Kriging non linéaire et des techniques bayésiennes, je peux dire ici que ces techniques fournissent des modèles un peu plus précis dans des environnements complexes et nous permettent une meilleure quantification des incertitudes. Et ça, c'est évoquer les méthodes de non linéaire, c'est-à-dire au criblage non linéaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les méthodes de simulation géostatistique qu'on utilise dans certaines recherches. Vous allez voir méthode de simulation géostatistique avancée. Ici, l'idée, c'est de se rapprocher un peu plus de la réalité parce que quand tu vas dans un projet, lorsque tu dis déjà au chef de projet que j'ai la possibilité de te donner des résultats qui se rapprochent de la réalité puisque la réalité est inconnue, il sera très content. Du coup, les méthodes de simulation géostatistique là nous permettent déjà de donner des résultats qui se rapprochent de la réalité. Je parle ici des simulations multiples points, des simulations séquentielles gaussiennes qui permettent de générer dans le domaine de la géotechnique maintenant, de générer plusieurs réalisations d'un même modèle géotechnique. Voilà, je peux dire ça comme ça, je pense que là, c'est plus compréhensible. Et nous offre une meilleure compréhension aussi des incertitudes liées aux paramètres géotechniques parce que c'est ça aussi la particularité de la géostatistique, c'est qu'il nous permet de quantifier l'incertitude de nos modèles. Alors, il y a aussi ingénieur, le doctorant Abende a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est aussi des trucs assez poussés maintenant de la géostatistique. On parle aussi de méthodes avancées. Donc, quand on dit méthodes avancées, le plus souvent en géostatistique, ce sont les méthodes de simulation et les méthodes de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ici, il y a des algorithmes d'apprentissage automatique, comme par exemple les réseaux de neurones, les forêts aléatoires qui sont même très utilisés dans la manipulation des données géotechniques, qui nous permettent ici de traiter des volumes de données assez importants et de capturer les relations complexes entre les paramètres géotechniques liés au modèle géostatistique. Ah oui. Donc, l'intelligence artificielle, le machine learning nous permet d'automatiser déjà nos analyses pour des grands ensembles de données géotechniques, de réduire le besoin de modélisation classique qu'on connaît en géostatistique et de fournir des estimations un peu plus précises. Ça, c'est aussi l'importance des méthodes d'intelligence artificielle. Et on va un peu aller un peu plus loin. Il y a ce qu'on appelle déjà la géostatistique 4D. Ici, on ajoute, hormis les paramètres que vous connaissez, c'est-à-dire longitude, latitude et altitude, on fait intervenir les données temporelles. Ça veut dire quoi? Quand je parle de géostatistique 4D, je me permets de dire 4D parce que j'ai ajouté le paramètre temps. Il nous permet d'intégrer ici les dimensions temporelles de nos différents modèles spatiaux et d'analyser les changements des paramètres géotechniques au fil du temps. Je m'explique. Par exemple, quand on essaye de comprendre un peu mieux un paramètre géotechnique dans le temps, comme par exemple, je pense, le tassement du sol ou alors l'érosion. Je pense que le mot érosion nous dit quelque chose. Du coup, ces modèles-là nous permettent d'utiliser. Ces modèles-là peuvent être utilisés autant pour moi pour des analyses de prévision en temps réel, améliorant aussi la gestion des risques parce que dans le temps, quand on sait que bon, à telle date, ceci va se produire, on peut maintenant essayer d'améliorer notre façon de faire en termes de gestion de risques pour des infrastructures qui sont exposées aux différentes variations géotechniques dans le temps. Donc, voilà un peu de manière brève quelques études un peu poussées de la géostatistique, des méthodes géostatistiques actuellement. Merci. OK, merci beaucoup, ingénieur Bakonga, pour votre brillante présentation. Bon, je vais me tourner directement vers ingénieur Chayo. Bon, ingénieur Chayo, étant donné que vous êtes plus aguerri
dans le domaine de la géotechnique. Et là, on parle bien évidemment de deux disciplines donc, qui nécessitent une communication interdisciplinaire. Pensez-vous réellement que la géostatistique peut permettre de réduire les marges d'erreur dans les projets géotechniques? Si oui, dans quel contexte? C'est une question qui est très pertinente. Et à mon avis, la géostatistique est très utile pour la géotechnique. Je vais prendre un cas. Je parlais tout à l'heure de l'essai au pénétromètre dynamique lourd. Alors, comment ça se passe? Pour déterminer, du moins, pour connaître le nombre de points, par exemple, à effectuer sur un chantier donné, on a besoin du plan de masse. Le plan de masse, c'est ce plan-là qui présente de manière globale la fondation ainsi que les différents longrines qui vont aller avec. Maintenant, très souvent, avec l'expérience de ceux qui vont réaliser l'essai, ils vont dire, OK, on va faire à tel point, on va faire à tel point, on va faire à tel point. En fonction de la vergure du chantier, ils vont dire, on va faire 5 points et 4 points, 3 points. Vous voyez qu'on est plus dans une logique de tâtonnement. Et parfois, ce n'est pas toujours précis. La preuve, c'est qu'après 10 ans, 15 ans, on a des bâtiments qui tombent. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher, la nature, elle est capricieuse. On ne peut pas empêcher ces phénomènes, mais on peut tout au moins agir en amont en utilisant les outils de la géostatistique, notamment la variabilité spatiale des paramètres de sol, pour pouvoir juguler, n'est-ce pas, ces problèmes. Donc, au lieu de faire 3 points, on peut même faire 3 points, mais maintenant, utiliser la géostatistique pour pouvoir avoir des données sur l'ensemble de la zone. Donc, je pense que c'est possible avec le phénomène d'interpolation ou alors d'étudier, on a la caractéristique en un point x0 et on peut aussi avoir les caractéristiques en un point x0 plus h. Je pense que la géostatistique, dans ce sens-là, est très utile. Maintenant, dans le domaine minier, ingénieur Bakonga l'a dit tout à l'heure, il y a des études aujourd'hui qui permettent de s'appuyer sur des paramètres importants comme l'angle de friction interne ou alors la teneur en eau même ou alors la cohésion des sols pour pouvoir prédire les instabilités futures et par conséquent agir en amont pour pouvoir éviter qu'ils arrivent ou du moins pour pouvoir retarder du reste l'échéance parce qu'on sait que ça va toujours finir par rompre de toutes les façons. Donc, en prenant rien que ces deux aspects-là, que ce soit dans la construction ou alors dans le domaine minier, que ce soit à ciel ouvert ou en souterrain avec le dimensionnement des barres d'acier pour stabiliser le toit et les murs, il est possible aujourd'hui, à l'aide de la géostatistique, couplée aux autres méthodes telles que l'intelligence artificielle, le machine learning et tout ce qui est méthode probabiliste pour pouvoir, n'est-ce pas, déterminer les caractéristiques de manière beaucoup plus précise des sols et, n'est-ce pas, prédire les phénomènes qui pourraient, n'est-ce pas, nuire à la production de la mine. Parce qu'il faut le dire que tout concourt à ce que la production ne soit pas arrêtée et à ce que les bénéfices ne soient pas interrompus. Et voilà ma réponse à cette question. Merci. Ok, merci, ingénieur Chayo. Bon, ingénieur Abende, bon, selon vous, bon, d'après votre expérience, pensez-vous réellement que la géostatistique puisse vraiment véritablement permettre de réduire les marges d'erreur dans les projets, dans la réalisation des projets géotechniques? Ok, merci une fois de plus de m'avoir passé la parole. Comme pour la dernière fois, avant de donner mon point de vue, je vais d'abord terminer mon propos, si vous me le permettez, mon propos précédent. Tout à l'heure, j'ai parlé tout d'abord de la quantité d'échantillons à prendre généralement et je disais que il est recommandé un minimum de 30. Et maintenant, en fonction de certains paramètres, on pourra généralement aller en dessus. Maintenant, de la qualité,
je tiens d'abord à préciser que la qualité est plus importante que la quantité. Il vaudrait mieux avoir un minimum d'échantillons de très bonne qualité que d'avoir un maximum d'échantillons de qualité moindre. Ça, c'est une chose à dire. Maintenant, en parlant de qualité, nous avons ce qu'on appelle la qualité de l'échantillon. Nous avons la qualité de l'échantillonnage. La qualité de l'échantillon, c'est un échantillon sera de qualité lorsqu'il respectera déjà les normes du prélèvement des échantillons. Il ne faudrait pas que l'échantillon soit contaminé. Il faudrait que l'échantillon soit pris dans les normes qui ont été dictées pour ce prélèvement. Là, on aura un échantillon de qualité. Maintenant, un échantillonnage de qualité. Il faudra que l'échantillonnage soit le plus représentatif de la zone d'étude ou de la variabilité du phénomène étudié, du paramètre étudié pour le cas d'espèce. Je disais tantôt que la géostatistique donne déjà des outils. Un outil qui est le variogramme, qui permet déjà ici de définir en quelque sorte le nombre d'échantillons minimal. Comment ça s'utilise? On peut faire un premier échantillonnage et on va faire une analyse variographique. Lorsqu'on a un variogramme qui est donné, on aura un paramètre ici qui est très important dans le variogramme, qui est la portée. Et la portée ici, c'est la distance maximale de corrélation, parce que la géostatistique, le principe de base de la géostatistique ici, là, c'est la dépendance spatiale des données. Les données qui dépendent de la position. Il faut une dépendance spatiale, c'est une corrélation dans la dépendance spatiale. Ainsi, la portée donne un peu la distance maximale où on peut encore observer cette corrélation-là. Ça veut dire qu'au-dessus de la portée, la corrélation aura tendance à s'amoindrir. Donc, on peut décider, par exemple, pour l'échantillon, pour trouver un échantillon optimal, de commencer par un minimum d'échantillons, mener une analyse variographique, pour observer un peu ici la portée. Donc, je prends un cas fou, on décide pourquoi pas de modéliser, de prédire le facteur de sécurité sur une étendue. On prend un certain nombre d'échantillons. On se rend compte que le variogramme, non seulement en fonction de la direction, parce que le variogramme va suivre des directions, on va voir certaines directions. On a la portée. La portée va dire ici, bon, au-delà de 100 mètres, on commence à voir qu'il y a un déclin ici dans la dépendance spatiale. Alors, il serait recommandé de réadapter la marge de l'échantillonnage à cette portée-là, en faisant en sorte que la distance entre deux échantillons dans une direction précise ne puisse pas dépasser un tel nombre. Donc, c'est la qualité et la quantité des données. Maintenant, les avancées de la géostatistique dans l'amélioration de l'incertitude liée aux données géotechniques, je crois que l'ingénieur Tsayola a suffisamment débattu. La géostatistique apparaît vraiment comme un outil très important, parce que c'est un outil, dans ce cas de prise de décision, c'est un outil qui va permettre rapidement de prendre des décisions. Parce que, connaissant les données ici de façon déterminée, c'est des données à chaque point, on peut évaluer avec un certain niveau de certitude la possibilité de pouvoir connaître comment est-ce que vont varier les différents paramètres géotechniques utilisés. Donc, c'est un outil qui est très important. L'ingénieur Pakonga l'a aussi dit, avec ce qu'il a appelé le variogramme 4D, je crois, avec la composante temps. Parce que les paramètres géotechniques ici sont des paramètres qui vont varier forcément avec le temps. On a soit la cohésion, la perméabilité. Avec le temps, il y a des variations. Maintenant, si on réussit à ajouter une composante temporelle dans ces prédictions-là, alors ça devient un outil à la décision de qualité. Donc, il y a vraiment un plus. Maintenant, cependant, il y a quelque chose avec ces nouvelles méthodes qu'on utilise, c'est que pour le moment, elles se limitent énormément à la recherche. Et c'est encore un petit, je vais dire un petit défaut. Vous allez rarement voir une mine ou alors une entreprise qui va utiliser la géostatistique. Il y a des cas vraiment exceptionnels parce que ce sont des méthodes qui ne sont pas encore validées, globalement validées en fait. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une multitude de travaux pour pouvoir valider ces méthodes-là, c'est-à-dire utiliser ces méthodes dans
dans ces travaux de recherche d'abord pour plusieurs paramètres, pour différents paramètres géotechniques. Il faudrait le faire. Il faudrait réaliser ces études dans plusieurs contextes. Il faudrait le réaliser dans plusieurs pays, dans plusieurs géologies, plusieurs types de sols, pour pouvoir ici valider ces méthodes. Donc, pour conclure mon propos, la géostatistique apparaît vraiment comme un outil intéressant et robuste ici là pour pouvoir assurer ici, augmenter au moins le degré de précision et améliorer ici la décision lors des différents travaux. Merci beaucoup, je vous passe la parole. Ok, merci, ingénieur. Mais si le modérateur, je ne sais pas si vous pouvez me permettre, j'ai quelque chose à ajouter par rapport au propos d'Abendela. En quelques secondes. Ok, vous avez 30 secondes. Ok, bon, j'ai suivi déjà le déroulé. Il a parlé de l'importance entre la qualité et la quantité. Il a dit que mieux la qualité que la quantité. Bon, sur ce point, je ne suis pas d'accord parce qu'il oublie aussi qu'en géostatistique, ce qui donne même une meilleure précision par rapport au modèle, c'est la densité aussi des échantillons. Du coup, moi, je préférerais, s'il est dans le domaine même de la géostatistique, qu'ils disent un compromis entre la densité des échantillons et la qualité. Là, en termes de densité, ça peut se limiter. C'est le critère pour moi qui peut limiter. Ça peut être par rapport au projet, c'est-à-dire la somme d'argent dédiée pour les échantillons. Donc, si on a la possibilité d'avoir le maximum d'échantillons pour créer un modèle, ça va nous donner aussi un peu plus d'assurance quant à la robustesse du modèle. Tant pour moi, donc c'est tout ce que je voulais ajouter. Donc, je vous repasse la parole. Ok. Merci, ingénieur Bakouma, pour votre intervention. Bon, ingénieur Apende, j'aimerais vous poser une question. Étant donné que vous êtes environnementaliste, est-ce que l'application des méthodes géostatistiques influence sur la conformité aux normes environnementales, bon, en ce qui concerne la qualité des sols et la gestion des risques? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je ne l'ai pas très bien saisi. Vous voulez que je repose la question? Très bien saisi. Ok. Bon, je disais que d'après vous, est-ce que les méthodes géostatistiques peuvent influencer sur la conformité aux normes environnementales en ce qui concerne la qualité des sols ou bien la gestion des risques? Si oui, si ces méthodes-là peuvent influencer, si oui, comment peuvent-elles influencer la conformité aux normes environnementales? Ok, merci pour la question. Je tiendrai déjà à dire ici que la géostatistique en elle-même ne peut pas forcément influencer la conformité aux normes environnementales. Lorsqu'on parle par exemple de la qualité des sols, c'est l'état du sol qui est conforme ou pas conforme aux normes environnementales. Maintenant, la géostatistique va permettre ici, parce que les études classiques, comme les méthodes traditionnelles, vont se contenter lors de l'étude de la qualité des sols et des risques associés, de se limiter à des déductions qui sont très ponctuelles. Ça veut dire qu'on va faire une étude, par exemple, d'un sol et on prélève, par exemple, un certain nombre d'échantillons. Mais les interprétations seront des interprétations qui seront beaucoup plus liées et uniquement liées aux échantillons eux-mêmes. Ils ne vont pas forcément donner une tendance, c'est une tendance voilà, globale, je vais dire ça, soit ponctuelle, soit globale, c'est-à-dire on va globaliser, on va sous-entendre que cette échantillon qu'on a pris ici, bon, son applicabilité, de son interprétation des données là, s'arrête au prochain échantillon, donc ça sera de façon globale. Maintenant, la géostatistique ici, comme dans beaucoup d'études, va venir améliorer ici l'évaluation de la conformité, dans le sens où, ayant maintenant la variabilité spatiale de ces paramètres, ayant ici une sorte de prédiction au point non échantillonné, on pourra maintenant voir est-ce que le sol est réellement conforme, est-ce qu'il est en termes de normes environnementales, est-ce que nous sommes dans un sol qui va se retrouver assez dégradé, et là, ça sera de façon un peu plus repartie. Donc, il y aura effectivement une amélioration dans la connaissance ici là, de la qualité des sols. Je peux le dire ainsi.
OK. Merci, ingénieur Abende. Moi, je vais me tourner vers ingénieur Bakonga. Ingénieur Bakonga, moi ainsi que les différents auditeurs aimerions savoir, vu que nous restons, le sujet parle de la communication interdisciplinaire entre plusieurs disciplines afin d'obtenir les modèles qui se rapprochent autant que possible de la réalité. Bon, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible d'incorporer des données supplémentaires afin d'améliorer les modèles géostatistiques dans les applications géotechniques afin de gérer les incertitudes liées aux différentes mesures? Bien sûr, c'est une bonne question. Je dirais oui. Mais sur ce point, si le géostatisticien a déjà une certaine culture de la géotechnique, il pourrait s'aventurer là, c'est-à-dire il prend ses mesures et il se dit que, OK, avec tel autre paramètre, je pourrais améliorer peut-être la précision de ma résistance au cisaillement, ainsi de suite. Par contre, si le géostatisticien a juste ses outils géostatistiques et n'a aucune culture de la géotechnique, il faudrait qu'il travaille il travaille en collaboration, c'est-à-dire le géostatisticien et le géotechnicien aillent sur le terrain ensemble, ils prennent des mesures parce que ce qui fait la force de l'outil géostatistique, c'est aussi la compréhension comment je vais dire ça, de notre zone d'étude. Bien sûr, pour comprendre la zone d'étude, s'il n'a pas de culture géotechnicienne ou alors de culture de géologue, parce que là, on parle aussi des sols et des roches, il faudrait qu'il travaille en collaboration avec toutes ces personnes-là. Ça, c'est des un. Mais maintenant, pour entrer dans la géostatistique proprement dit, il y a des méthodes géostatistiques qui nous permettent d'associer plusieurs paramètres. Il y a ce qu'on appelle les méthodes de... Quand vous êtes dans la géostatistique et vous voyez l'utilisation du mot co, sachez que co, ça veut dire qu'on peut utiliser un ou plusieurs paramètres associés au paramètre principal de mesure. Mais maintenant, ça dépend maintenant de l'outil géostatistique que tu utilises. Il y a par exemple l'utilisation des co-simulations, ça existe. Il y a des travaux qui sont effectués dans le domaine de la géostatistique en ce qui concerne les co-simulations. Il y a le co-crigeage aussi qui est utilisé. Donc, ces méthodes-là nous permettent d'associer une ou plusieurs méthodes géostatistiques pour permettre d'améliorer notre estimation ou notre interpolation ou alors notre cas d'étude, je vais dire ça comme ça, en fonction du paramètre géotechnique principal et en fonction du paramètre géotechnique associé. Et c'est là où joue beaucoup plus l'intervention du géotechnicien parce que si le géostatisticien, même si à partir de ces modèles, il utilise par exemple son co-crigeage et au niveau du co-crigeage, autant pour moi, lorsqu'il fait sa modélisation variographique, avant la modélisation variographique, il se rend compte qu'il y a une forte corrélation ou une faible corrélation entre les deux paramètres utilisés. C'est au géotechnicien de lui dire si c'est pertinent, cette approche ici, par exemple, cette faible corrélation est réelle sur le terrain ou pas. Donc, je dirais oui et je conseillerais même aussi déjà dans les projets d'utiliser ces méthodes associées, ces méthodes géostatistiques associées. Non seulement ça nous évite en termes de coûts, c'est plus pertinent parce qu'il ne sera plus question de mesurer nos paramètres d'études dans toute la zone d'étude ou alors d'effectuer de grosses mesures. Qui dit grosses mesures dit gros budget. Et ça va nous permettre déjà, avec un échantillon, d'associer quelques mesures pour pouvoir rendre notre modèle un peu plus solide et un peu plus pertinent. Et quand on dit aussi, quand je vais mettre cette précision, quand je parle des méthodes de co-simulation, co-crigeage, il y a aussi l'outil de quantification de l'incertitude à travers la variance. Ça nous permet aussi de quantifier la variance d'estimation, que ce soit du crigeage ou que ce soit de la méthode de simulation associée. Mais par contre, les démarches sont un peu plus différentes. Mais de manière globale,
la démarche est pareille, puisque en géostatistique, on fonctionne il y a 3 étapes, l'analyse exploratoire, l'analyse variographique et la prédiction ou la simulation. Ou alors, quand on dit prédiction, simulation ou méthode avancée de machine learning. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à votre question, ingénieur Ondo. Je vous repasse la parole. Bon, pour pas qu'il y ait de pause et puis d'interruption comme ça, moi, je proposerais que les personnes qui ont des éventuelles questions les posent dans le Zoom chat pour que les orateurs puissent répondre en attendant que notre modérateur soit là. Donc, les questions sont ouvertes dans le Zoom chat. Il y a Lévi Elundu qui demande, il dit, j'ai l'impression que la géostatistique est limitée juste à la prédiction des défaillances sécuritaires sur le plan géotechnique. J'aimerais savoir si son implication dans les travaux miniers n'est pas plus vaste que ça. Donc, je ne sais pas qui de vous serait le plus à l'aise pour répondre à cette question. Désolé, j'ai eu quelques soucis de connexion. Bon, je suis de retour. Bon, ingénieur Bakonga, avez-vous terminé avec votre réponse? Oui, j'ai terminé. Ok. Et merci pour votre patience. Bon, ingénieur Chayo, bon, j'ai une dernière question pour vous. Étant donné que nous avons déjà présenté, bon, ingénieur Bakonga, ingénieur Bende ont essayé de présenter l'utilité ou bien l'application avec les études de cas concernant également la qualité, la quantité des échantillons, les méthodes utilisées, conventionnelles, le développement récent. Bon, étant donné que vous êtes géotechnicien, d'après vous, et bon, quand on parle de discipline, on parle bien évidemment des démarches scientifiques propres à la discipline. D'après vous, quelles sont les limites de la géostatistique en géotechnique? Ou bien quelles peuvent être les limites de la géostatistique? Merci pour la question. C'est vrai que n'étant pas un très grand utilisateur de la géostatistique, il m'est un peu difficile de parler de ces limites en géotechnique parce que si je prends un exemple, hein, dans le domaine de l'étude de la stabilité des pentes, on a les méthodes probabilistes. Donc, qui dit probabilité, dit forcément un peu, il faut vérifier. Donc, si la méthode est dite probabiliste, ça veut dire que les résultats doivent être vérifiés. Donc, en termes de limites, franchement parler, l'ingénieur Ben l'a dit tout à l'heure, les méthodes géostatistiques, les résultats qu'on obtient, c'est des méthodes qui ne sont pas encore totalement validées dans le domaine purement minier ou alors dans les autres domaines. Mais même si elles ne sont pas validées, ce qui est en quelque sorte une limite, il n'en demeure pas moins qu'elle reste toujours aussi utile. Peut-être que l'ingénieur Abendi a quelque chose à ajouter. Je crois que je suis vraiment d'avis. Comme je l'ai dit un peu plus dans mon propos, ça reste encore pour le moment un outil d'aide à la décision qui permet d'avoir vraiment un aperçu parfois un peu plus détaillé. Mais bon, ces modèles statistiques-là, il y a toujours une incertitude qui est liée. Il y a toujours une incertitude qui est liée. Et on peut avoir des performances. Ok. Bon, étant donné que le temps nous tient à la gauche, bon, ingénieur Bakonga, j'ai une dernière question pour vous. Bon, quel conseil donneriez-vous à vos confrères géotechniciens qui souhaiteraient intégrer les méthodes géostatistiques dans leurs différents travaux? Oui, bon, déjà, si c'est un géotechnicien qui a une ouverture d'esprit, je peux lui conseiller déjà de s'initier déjà aux méthodes géostatistiques, d'essayer d'avoir une culture des méthodes géostatistiques. Et ça va les aider si déjà ils sont dans un projet dans lequel ils ont besoin d'une expertise géostatistique, d'apprécier les résultats
qu'on va leur fournir. Donc, ils pourront mieux avoir, ça sera pour eux comme un outil d'aide à comme un outil autant pour moi d'aide à la décision. Ça, c'est pour le géotechnicien qui est assez ouvert d'esprit. Mais maintenant, si c'est pour le géotechnicien qui est assez renfermé, je pourrais lui dire de tenir compte de la collaboration parce que dans le domaine des mines, de manière générale, puisque pour la plupart nous sommes miniers, tu ne peux pas gérer un projet seul. Du coup, même lorsqu'on te donne un résultat, lorsque le géostatistique t'apporte un résultat et ton esprit critique te met mettre en avant ou alors te permet de contredire ces résultats, il faut déjà apprendre à comprendre ce qu'il a été dit. Parce que la problématique de la géostatistique, déjà, c'est une discipline assez complexe, il faut le dire, parce qu'on parle de méthodes géostatistiques, ce n'est pas aussi évident puisque la complexité ressort des modèles mathématiques. C'est pour ça que de nos jours, c'est bien beau, on dit l'utilisation du machine learning, de l'intelligence artificielle associée au moteur géostatistique, mais il faudrait déjà que sur le plan des formalismes mathématiques, il faudrait déjà trouver des modèles qui vont ensemble. Donc, du coup, il faut essayer de collaborer. Moi, je mets en avant déjà la collaboration et la culture, apprendre la culture de la géostatistique. Donc, c'est le seul conseil que je peux donner aux géotechniciens. Merci. OK, merci. Merci à vous tous, chers panélistes. Merci vraiment de nous avoir édifiés de façon très claire, surtout. Bon, étant donné que notre conférence touche à sa fin, nous allons prendre 10 minutes afin que nos différents auditeurs puissent poser des questions en fonction de leurs différentes incompréhensions. Donc, si les auditeurs ont besoin d'édification sur un plan, vous pouvez prendre la parole et vous poser la question aux panélistes concernés afin que nous puissions bien évidemment évoluer. Donc, vous avez 10 minutes pour poser vos réponses et vous poser vos questions autant pour moi et les différents panélistes vous répondront. Donc, nous allons prendre la première question. Vous pouvez prendre la parole, hein? Ne soyez pas timide. Vous avez 10 minutes, c'est votre temps. Nous allons essayer de vous édifier davantage. C'est mieux de prendre la parole via le micro pour ceux qui veulent poser des questions. Oui, monsieur Luc Sonor, vous avez la parole. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute la panel. Merci encore pour ce genre de débat parce que ça nous permet réellement de se fixer et de faire ce qu'on appelle le recyclage. Vous savez, le partage entre les collaborateurs, vraiment, c'est très important pour nous. Si on pouvait le faire 2 fois par mois, ça serait bien. Bon, je voudrais savoir, dans le cadre des rédactions des projets, quand on fait les prescriptions, est-ce qu'il est important de faire le choix de prescrire à une entreprise les études géotechniques ou les études géostatiques, ou bien les deux? C'est ma question. OK. Non, merci, monsieur Luxonor. Bon, ingénieur Bakonga, vous pouvez répondre. Oui, bien sûr. Oui, je dirais déjà que si on reste dans le domaine de la mine, déjà c'est fondamental les études géotechniques, je dirais même incontournable. Parce qu'en réalité, pour exploiter, il faut la sécurité. Qui parle de sécurité dit déjà tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les coefficients de frottement, les angles de frottement, autant pour moi, la cohésion et aussi la gestion aussi des eaux souterraines parce que la gestion des eaux souterraines entre dans ce que moi j'appelle la géomécanique, c'est-à-dire les études de stabilité
en souterrain, même à ciel ouvert aussi. Donc, pour avoir déjà une idée réelle de, 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 de la stabilité peut-être de ton ouvrage à ciel ouvert, de la stabilité des pentes et tout ce qui va avec. Je ne vais pas trop entrer dans les études géomécaniques. Il est incontournable de faire les études géotechniques parce qu'il faut connaître déjà le sol, c'est quoi le sol, comment se comporte mon sol, comment se comporte ma roche, de l'envoyer au laboratoire, de faire des études, ainsi de suite. Et le géotechnicien doit déjà être rigoureux parce que si vous avez suivi tout le déroulé, l'ingénieur Abende l'a mis en avant, il a parlé de la qualité des données. La qualité, pour moi, c'est déjà au niveau des études en laboratoire et aussi au niveau des interprétations qui doivent être les plus rigoureuses possibles. Ça veut dire que si on rate déjà cette partie-là, votre ouvrage va se casser la figure. C'est-à-dire en ciel ouvert, en souterrain, il y aura des risques d'instabilité, ainsi de suite. Et ça se voit à travers le monde. Il y a des exemples concrets où des grosses structures, des grosses entreprises ont failli à ce niveau-là et ça leur a coûté cher. Donc, du coup, moi, par rapport à la question, je conseille déjà, en termes de gestion d'un projet minier, en termes de bonne gestion d'un projet minier, d'avoir une étude assez rigoureuse et assez pointue au niveau de la géotechnique parce que c'est de là que tout sort. Et c'est de là que la suite va être un peu plus intéressant. Maintenant, pour les domaines autres que le domaine minier, je vais laisser l'ingénieur Thiayo, qui est géotechnicien, puis d'aller dans ce domaine-là pour ne pas un peu plus m'égarer. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci, ingénieur Bakonga, pour votre intervention. Je vais juste renchérir en disant que ce soit dans le domaine de la construction civile, que ce soit dans le domaine minier ou alors dans tout ce qui est technique et surtout lié à la construction, vous devez faire appel aux études géotechniques. Puisque l'ouvrage que vous souhaitez construire va reposer sur le sol. Et si vous n'avez pas les caractéristiques de ce sol-là, il vous sera difficile d'avoir un ouvrage qui tient sur la durée. Et quand je parle de tenir sur la durée, je ne parle pas de durabilité parce que, bon, c'est des concepts qui sont beaucoup confondus. Je parle beaucoup plus de longévité. Donc, si vous n'avez pas effectué des études géotechniques de précision, comme ingénieur Bakonga venait de le dire, il vous sera extrêmement difficile d'avoir des ouvrages qui durent. Également, dans le domaine minier, là, c'est bien signifié. Si vous ne faites pas des bonnes études géotechniques, notamment en caractérisant la roche, en sachant que, voilà, ma roche a telle caractéristique de résistance, telle caractéristique au niveau de la structure, c'est-à-dire les caractéristiques géologiques et structurales, il vous sera très difficile de dimensionner à la fois vos tirs de mine, à la fois de dimensionner, que ce soit dans la mine à ciel ouvert, de dimensionner déjà vos talus. Également dans la mine souterraine, vous avez un gros risque d'avoir des éboulements lorsque vous ne faites pas une bonne étude géotechnique. Et maintenant, la géostatistique, on l'a dit au début, vient donc avec ces éléments beaucoup plus de précision pour pouvoir avoir des résultats beaucoup plus précis et qui permettent, n'est-ce pas, d'accroître la sécurité à la fois des travailleurs et des équipements et également a un fort impact positif au niveau de la production parce qu'il faut le dire, tout projet, à la fin, on veut quand même avoir des bénéfices. Donc, il faut capitaliser sur l'élément de la sécurité en jouant sur les paramètres géotechniques avec l'apport de la géostatistique et ses méthodes associées pour pouvoir accroître soit les bénéfices ou alors la sécurité d'exploitation. Donc, merci. Nous espérons avoir répondu à votre question. OK, merci, ingénieur Chayo. Bon, nous allons prendre une toute dernière question. Et s'il n'y en a pas, nous allons conclure et clore notre conférence, notre 5e conférence sur le thème d'application de la géostatistique sur les paramètres géotechniques mesurés. Donc, une dernière question. S'il n'y en a pas, nous allons conclure. S'il y a une dernière question, allez-y rapidement car le temps nous tient à la gorge. Nous sommes arrivés
déjà à la fin de notre débat. Le débat est censé durer 1h30 et nous sommes déjà à la fin. Il est 20h30, nous avons commencé à 19h. Donc, essayez d'être le plus bref possible. S'il n'y en a pas, nous allons clôturer notre conférence. Bonsoir. Bonsoir. Bon, donc, Bonsoir. S'il vous plaît, j'ai posé une question dans le forum là, disant que moi je suis élève ingénieur géotechnicienne et c'est la première fois que j'entends parler de la statistique en fait. Et je ne sais pas comment est-ce que moi, en tant que géotechnicienne en devenir, comment est-ce que ça m'aide de manière concrète lorsque j'ai fini de faire mes études géotechniques, par exemple, pour la construction d'un bâtiment ou alors des routes. Je voudrais savoir. Merci. OK. Ingénieur Chayo, vous pouvez répondre à sa question, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de répondre à sa question. C'est une question très intéressante. Donc, comment est-ce que la géostatistique va vous aider dans vos projets de construction de bâtiments ou alors dans vos projets de construction de routes? Je vais dire qu'on l'a tantôt dit durant l'exposé, notamment l'ingénieur Bakonga a insisté sur le fait que la géostatistique permet d'avoir des données, c'est-à-dire d'étudier des données, de la variation spatiale des données. Donc, dans le cas de la construction des bâtiments, je le disais tantôt, on a plusieurs essais. Essais au pénétromètre dynamique lourd, l'essai au pressiomètre et tous ces autres essais-là. Maintenant, ces essais sont réalisés de manière locale. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, couvrir toute une surface avec le pénétromètre, par exemple. Lorsqu'on veut faire le bâtiment, on va peut-être réaliser 3-4 points, notamment au niveau des semelles. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que la caractéristique du sol à 5 mètres de l'endroit où on a réalisé un point est la même? OK? Donc, la géostatistique permet donc d'avoir ces éléments-là au niveau de l'interpolation. C'est-à-dire que ingénieur Bakonga pourra peut-être me contredire ou alors en dire plus. Lorsqu'on a des caractéristiques en un point x0, on peut avoir des caractéristiques en un point x0 plus h. Ici, le pas c'est 5 mètres. On est capable d'avoir des caractéristiques du sol à 5 mètres en utilisant également la géostatistique, connaissant les caractéristiques du sol au point x0 mesuré. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que la géostatistique permet d'avoir des données sur toute la surface et donc de prédire déjà que à tel endroit, on a un sol qui a telle caractéristique, à tel autre endroit, on a un sol qui a telle caractéristique. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour pouvoir dimensionner finalement la fondation? Donc la géostatistique va t'aider dans le cadre de la construction des bâtiments à mieux dimensionner les fondations. Et c'est également la même chose dans les constructions des routes où tu as la couche de base, tu as les autres couches au-dessus. Et les essais également sont faits de manière ponctuelle. Tu vois, en général, on réalise des essais avec un pas. C'est la même chose. Donc, si on a des caractéristiques du sol en un point, on peut utiliser la géostatistique pour connaître les caractéristiques du sol en un autre point et prédire les risques d'affaissement de notre sol et par conséquent dimensionner la chaussée en tenant compte, n'est-ce pas, des résultats qu'on a obtenus à travers l'étude géostatistique. Donc, merci, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, monsieur, merci. OK, merci. Merci, ingénieur Chayo. Bon, nous allons clôturer notre conférence. Notre conférence, je rappelle, qui portait sur le thème de l'application de la géostatistique sur les paramètres géotechniques mesurés. Bon, il a été question de présenter brièvement quant à ce qu'on entend déjà par géostatistique et par paramètres géotechniques mesurés. Ensuite, nous avons présenté les études de cas, les cas pratiques d'application des méthodes géostatistiques sur les modèles ou bien sur les essais géotechniques ou bien sur les analyses géotechniques. Et nous avons aussi essayé de présenter quelques limites
et développements récents qui permettent, n'est-ce pas, d'améliorer la fiabilité et de gérer les incertitudes liées aux mesures et ces différents paramètres géotechniques-là. Bon, déjà, je vais remercier tous les panélistes. Merci d'avoir accordé de votre temps. Merci pour le partage de compétences et de connaissances. Nous n'allons pas hésiter à vous recontacter pour les prochaines conférences afin que vous continuiez de partager avec nous votre savoir. N'est-ce pas, nous allons aussi demander à tous les auditeurs, au cas où vous aurez des questions, au cas où vous aurez encore des incompréhensions, vous pouvez vous abonner aux différentes pages de Géostatistiques pour tous via LinkedIn et Facebook pour poser vos questions. Ou bien, vous pouvez suivre ces ingénieurs sur leur page s'ils en ont. Bon, je vais leur donner quelques secondes qu'ils puissent donner les pages où vous pourrez poser vos questions ou bien poser déjà vos inquiétudes et s'ils peuvent, dans la mesure du possible, vous répondre. Déjà, donc ingénieur Tchad. Oui, merci une fois de plus pour la parole donnée. Voilà, donc effectivement, j'ai une page Facebook qui a à ce jour 27 500 abonnés pratiquement et qui porte mon nom. Donc, c'est une page Facebook qui porte mon nom. Je pense que vous tapez sur Facebook ING Tayo, voilà, vous allez voir la page. Donc, c'est une page qui a 27 000 abonnés. Au quotidien, on partage du contenu éducatif en ce qui concerne un peu les domaines miniers et connexes. Hein. On partage un peu de toutes les actualités dans le domaine minier et davantage. Donc, merci une fois de plus pour la conférence et on en espère davantage. Merci. OK. Monsieur Wando, votre micro est désactivé. Oui. Bon, ingénieur Bakonga, merci ingénieur Tchayo pour la remarque. Bon, ingénieur Bakonga, est-ce que les auditeurs, vous avez une page ou des pages, les auditeurs peuvent vous suivre de façon quotidienne afin d'être édifiés davantage ou bien afin d'avoir plus de notions concernant la géostatistique? Merci, ingénieur Rondo. Déjà, je vais aussi te remercier.